Les yeux usés par les miroirs, le dos courbé par les courbettes, la bouche ouverte à tout hasard pour ne pas en perdre une miette. Un costume neuf et impeccable dont on discerne bien la griffe, qui donne aux communs des semblables un petit air compétitif. Monsieur tout le monde est concerné par la vie géopolitique. Il a encore un rôle à jouer comme figurant démocratique. Alors il ouvre un large bec quand on lui parle de nation, ce vieux miroir aux alouettes qui reflète aussi les pigeons. Faut dire qu'aujourd'hui tout va mal, même que le bâtiment s'effrite, même que l'économie s'emballe. Petit voyage à travers nos existences. C'est dans l'urne qu'il fait ses besoins, son devoir de compatriote, en votant pour des lendemains qui chantent comme des bruits de bottes. Monsieur tout le monde est concerné par la vie géopolitique. Il a encore un rôle à jouer comme figurant démocratique. Alors il ouvre un large bec quand on lui parle de nation, ce vieux miroir aux alouettes qui reflète aussi les pigeons. Une érection de temps en temps, vaincue à la force du poignet. C'est que son épouse a 4 enfants, la dose prescrite est dépassée. Le sexe sans procréation, c'est la charrue avant les bœufs. Pour ce genre de satisfaction, il n'est plus besoin d'être deux. Auditeurs de Tranche de Vie, vous avez sans doute tous vu ces foules d'enfants se précipitant dans la mer pour une baignade estivale qui pour certains serait la première, pour d'autres serait sans doute, et pour beaucoup serait sans doute la seule sortie de leurs vacances d'été. Et cette action spectaculaire est organisée par une des principales associations d'entraide et de soutien française qui s'appelle le Secours populaire. Christine Bernard, qui est la présidente de la branche locale du Secours populaire, a accepté de nous parler de son action et de sa vie. Je l'en remercie. Christine Bernard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs ce qu'est le Secours populaire et ensuite nous parlerons dans le détail de son action. Bien, le Secours populaire français est considéré, enfin nous le considérons comme une association généraliste de la solidarité. C'est-à-dire nous aidons la personne en fait ou la famille qui a besoin d'aide, peu importe l'aide, si je puis me permettre, en fait, lorsqu'on a des soucis, on pousse la porte du Secours populaire, les permanences d'accueil et de solidarité. Les personnes qui reçoivent ont eu une formation d'accueillants. Donc là, les personnes peuvent venir sans rendez-vous, envoyées, conseillées par des travailleurs sociaux, bien entendu, mais aussi de leur propre gré. Tout le monde est reçu et les demandes sont multiples et variées. Ça peut être tout simplement de l'écoute, justement, des personnes qui ont besoin de parler, de l'orientation sur des besoins de santé, des besoins vitaux aussi. Prioritairement, la première fois, souvent, c'est un besoin d'urgence, d'extrême urgence alimentaire, hygiène alimentaire. Ensuite, derrière tout ça, lorsque cette première demande est assouvie, la personne se dévoile, voilà, pourquoi elle arrive ici, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour être au bord du chemin comme ça, quoi. Et vous découvrez à ce moment-là de nouveaux besoins. Voilà, exactement. Donc vous êtes vraiment l'organisation à laquelle on s'adresse quand il y a vraiment une très grosse urgence. Cette organisation est une organisation ancienne puisque je calculais qu'elle était déjà septuagénaire. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur les circonstances dans lesquelles elle a été créée ? Donc elle a été créée après les guerres, toujours, les conflits et guerres, bien sûr. Les bénévoles à l'époque se sont réunis pour apporter l'aide aux femmes, souvent de prisonniers, de personnes qui ont été faites prisonnières, et aux enfants. La plupart du temps, ça a été ça, les premières... d'après ce que j'ai eu la chance de rencontrer assez régulièrement Julien Lauprêtre, qui est notre président national, et qui a vécu, qui est là depuis le début du Secours populaire. C'est-à-dire 1945, si j'en crois ce que j'ai pu lire. Oui. Alors, bien avant.
bien avant. Oui. Alors, ça existait alors sous un autre nom, Oui, parce que exactement. elle a été créée officiellement en 1945. 45 officiellement. Et c'est d'ailleurs dans un contexte qui était à la fois dramatique pour la France, puisqu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans l'idéal de justice sociale qui a été poursuivi, assez proche encore de l'épisode du Front populaire, puisqu'on était à moins de 10 ans, du Front populaire. Tout à fait. Au départ, la première fois où les bénévoles se sont réunis pour notre association, on va dire, qui a changé de nom au fil des années, des périodes, et donc c'était en 1923. Et ensuite, il y a eu le Secours Rouge, le Secours des colonies, pour devenir le Secours populaire français en 1945, effectivement. Mais Julien Lauprêtre, qui est né en 1926, lui a été, avant 1945, bien sûr, bénévole du Secours populaire. Déjà associé à ce Oui, mouvement. Donc oui, ça c'est la création de 1945, c'est l'aboutissement d'une série d'organisations qui avaient un peu les mêmes buts que le Secours populaire français. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'organise dans le territoire national cette organisation? Donc, il y a des statuts, bien entendu, comme toute association. Et la première phrase, tout ce qui est humain est nôtre. Donc, nous avons notre union nationale à Paris avec notre président Julien Lauprêtre. Et en département, il y a on appelle une fédération avec un secrétaire général qui est élu tous les 2 ans en congrès, faisant fonction de président. Mais nous n'avons qu'un seul président. Pour la France, c'est Julien Lauprêtre. Et nous faisons fonction de président. Donc, un secrétaire général, un trésorier, des membres, un comité départemental, ça c'est classique. Et la fédération a des comités et des antennes dans les départements. Donc, ici en Dordogne, nous avons 2 comités, Bergerac et Taucane, et 8 antennes, voire 9. Et il y a une fédération de la Dordogne. Et la fédération, c'est le département. Et le siège ici à Périgueux. Voilà, avec son comité aussi. Voilà. Et bientôt une permanence d'accueil mobile que nous mettons au mois d'octobre. Nous allons lancer ce Solidaribus le jour de la journée de la lutte contre la misère, le 17 octobre. Donc nous faisons une journée porte ouverte ici. Donc j'en profite pour signaler et inviter toutes les personnes curieuses de nous rencontrer. Nous les accueillerons avec grand plaisir et nous leur présenterons ce Solidaribus sur le petit parking qui a vocation à combler un petit peu notre inexistence sur le nord du département, d'autres petits villages de la Dordogne où vraiment il y a eu une réflexion des bénévoles lors d'un congrès et nous avons bien sûr un très grand département par l'étendue et des zones blanches, bien entendu, des personnes laissées un petit peu pour compte parce qu'il n'y a rien dans ces secteurs, quoi. C'est le désert un petit peu. Quelquefois en milieu rural, puisqu'on est milieu un département rural. Bien entendu, c'est vraiment pour le milieu rural. Il y a beaucoup de gens, des retraités agricoles ou des jeunes désœuvrés qui habitent dans des zones comme ça et ils ont un village à quelques kilomètres de chez eux, mais il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'aide forcément. Les mairies font ce qu'elles peuvent, bien sûr, mais il y a des communes avec très peu d'habitants et les gens sont vraiment en attente. Alors, si vous permettez, avant d'aller plus loin, puisque vous avez commencé à informer nos auditeurs, complétez cette information en leur disant où se situe votre local et où sera exposé votre bus, Solidaribus, de manière à ce qu'ils puissent venir à la journée du 7 octobre que vous avez évoquée. Donc, nous sommes 2 rue Saint-Gervais. C'est une petite rue qui rejoint la gare depuis la place, le rond-point des Poissons, dit des Poissons. Il n'y a plus de poissons, mais bon, le rond-point est toujours là. Donc, vers Picard-sur-Gelée, la petite place est juste à côté. Nous sommes à l'angle, 2 rue Saint-Gervais, Périgueux. Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation de votre travail ? Je crois que vous avez plusieurs dizaines de milliers de bénévoles en France. Comment ça se passe en Dordogne ? Quel est le profil de vos bénévoles ? Comment est-ce qu'ils interviennent dans vos actions ? Alors, le profil est varié, bien entendu. Donc, nous avons à peu près 800 bénévoles sur le territoire du département, sur le département. Et donc, varié, ça peut aller de l'accueillant, retraité, de toute profession, en fait, à la personne qui va s'occuper uniquement de livres, de classer des livres. Une autre, ça va être la brocante. Une autre personne
personne, elle va être sur les comptes, la comptabilité, l'organisation, une autre sur un fichier, voilà, plus bureau. D'autres bénévoles vont s'intéresser à l'alphabétisation. Nous avons pas mal de cours d'alphabétisation tous les jours. D'aide aux devoirs, soutien, voilà, l'aide aux devoirs. Après, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui touche à la personne, le soin à la personne, des séances de shiatsu, bientôt peut-être une personne qui fait des ateliers de clown. Voilà, c'est assez varié. Plus l'accueil qui est tous les après-midi et la manutention, l'organisation, quoi. En fait, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Ça fait énormément d'activités et donc oui. Tout ça doit entraîner besoin d'organisation logistique compliquée quand même. Compliqué, oui. Donc tous ces bénévoles, c'est plusieurs centaines de bénévoles interviennent dans le cadre de leurs compétences personnelles. Mais quel est le profil du bénévole type? Vous m'avez dit qu'il y avait tous les âges. Est-ce que vous êtes dominé par les retraités, oui. par des gens d'un certain âge? J'ai vu en arrivant tout à l'heure chez vous avec plaisir que j'ai aperçu 2 jeunes filles qui étaient quand même rangées dans la catégorie des jeunes. Voilà. Donc c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien et nous tendons vraiment à recruter, si je puis me permettre le terme qui n'est pas exact. Des jeunes, nous avons d'ailleurs le Festival des Solidarités au mois d'octobre, là très prochainement, où c'est la rencontre des jeunes en fait à Rennes. Nous allons envoyer 2 personnes de chez nous, 2 jeunes filles vont donc aller passer 2 ou 3 jours de réflexion avec tous les jeunes bénévoles du secours populaire de notre pays, puisque ce sont les futurs dirigeants, quoi. Il ne faut pas perdre de vue. Nous avons beaucoup de mal à avoir des jeunes. Je suis ravie d'en avoir quand même pas mal qui s'intéressent à nos activités, à nos actions, mais c'est souvent par période, vous voyez, c'est pour Noël, les vacances, bien sûr, ils sont très pris aussi par leurs études, leur recherche d'emploi, voilà. Donc, ils peuvent être motivés momentanément par vos campagnes. Oui. Régulière et puis ensuite être pris par d'autres activités. Comment s'organise alors la collecte de ce que vous mettez ensuite à la disposition des personnes que vous soutenez matériellement dans le domaine alimentaire, dans le domaine vestimentaire? Est-ce que vous intervenez dans le domaine de l'habitat, par exemple? Oui, donc forcément, puisqu'on a tous les jours ou presque des demandes de personnes qui ont un appartement, qui ont enfin obtenu un appartement avec rien, pas même une chaise ni un matelas. Donc là, il faut collecter et garnir cet appartement. Et là, nous avons heureusement beaucoup de donateurs qui nous offrent, qui déménagent, qui changent leur mobilier ou autre, qui nous donnent leurs meubles. Donc il y a cette partie, il y a aussi heureusement encore des gens très généreux dans notre département, même je vais dire au niveau national, malgré les grandes difficultés que nous avons actuellement. Nous avons quand même des donateurs fidèles qui nous apportent de l'aide tous les mois par don. Et grâce à eux et grâce au travail des bénévoles, qui permet de générer des fonds, toutes les braderies organisées, puisque lorsque nous collectons des meubles ou objets divers chez des personnes, ces objets sont redistribués gratuitement aux personnes en grande difficulté, bien sûr, premièrement, et deuxièmement, dans nos braderies, on peut retrouver ces objets à bas prix pour justement collecter des fonds, pour acheter, pour payer des factures aussi, puisqu'il y a beaucoup de coupures d'électricité et d'eau actuellement. Voilà, ça c'est le grand souci du moment. Et c'est avant l'hiver avec le beau temps. Pour cause de non-paiement. Non-paiement, bien sûr. Là, donc, vous collectez des fonds, oui. Vous générez des fonds à partir des dons que vous collectez, des dons matériels, et vous distribuez également du matériel et des équipements aux personnes qui en ont besoin. Ça fait beaucoup de choses. Alors, pour la rentrée scolaire, nous avons aidé beaucoup d'étudiants aussi, et nous aidons encore pour acheter des manuels scolaires pour des gens qui n'ont pas forcément les bourses, les aides de l'État. Donc voilà, il y a des gens qui passent à la trappe, qui n'ont pas ces aides, et là, nous devons acheter les livres, tout ce qui manque. Ouais, j'imagine que la rentrée scolaire doit être une période d'activité intense aussi pour vous, puisqu'il est notoire que beaucoup de familles ont des difficultés à assumer les frais des rentrées scolaires malgré le petit soutien qu'alloue le gouvernement. Je voulais vous poser une autre question qui n'est pas l'éludée si vous la trouvez indiscrète. Quelles sont vos relations puisque finalement vous faites des choses que font d'autres organisations. Quelles sont vos relations avec ces autres organisations ? Est-ce qu'il y a une bonne entente avec des communications et des complémentarités qui sont recherchées, ou bien est-ce que chacun tire de son côté ?
Non, non, il y a une très bonne entente ici en Dordogne, en tout cas. Nous travaillons en commun, hein, nous sommes dans le même bateau en fait, hein, donc on est très content d'être plusieurs et de se compléter, puisque parfois nous ne pouvons pas seuls, et c'est souvent d'ailleurs apporter l'aide. Hein. Lorsqu'il y a une grosse facture, lorsqu'il y a, je ne sais quoi, une problématique particulière, eh ben, on se fait appel, allô, le Secours catholique, la banque alimentaire, enfin bon, peu importe, hein, une association partenaire. Nous sommes partenaires plutôt que concurrents. Il n'y a pas de souci là-dessus, oui. Et ça se fait, enfin, cette complémentarité, elle est organisée Non, pas vraiment. sous forme de réunion, ou bien c'est Ça a été un petit au peu... fur et à mesure des besoins? Oui, ça a été tenté par Monsieur Roland Ribes, que je cite, parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, et qui a tenté de faire des réunions d'associations, mais ça a duré quand même, hein, ça a bien fonctionné pendant quelques années, mais bon, peu à peu, c'est vrai que les gens, nous sommes tellement la tête dans le guidon, si j'ose dire, que nous avons très peu de temps, donc souvent, les réunions, on ne va pas forcément à toutes les réunions, quoi, parce que voilà, donc c'est tombé un petit peu à l'eau, et là, c'est plutôt le cas par cas. On s'appelle, on se connaît, on se téléphone, on essaie d'arranger la situation au mieux pour la personne en difficulté. Avant de passer à des questions plus personnelles, puisque c'est un petit peu non pas le but, mais c'est le principe de cette émission qui s'appelle Tranche de vie, est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur les spécificités de la Dordogne en matière de votre action? Vous avez évoqué tout à l'heure la situation de certains milieux ruraux. Qu'est-ce qui caractérise la Dordogne? Et puis, si vous pouvez nous en dire aussi quelques mots, quelle est la tendance actuelle, puisqu'il est aussi bien connu que malheureusement, la proportion de personnes nécessitant l'aide d'associations comme la vôtre est en train de croître très rapidement dans notre pays. Donc, je reviens un petit peu sur la ruralité. En fait, notre problématique, c'est ça, c'est vraiment la distance, les problèmes de distance, de locomotion, d'isolement aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans des secteurs qui se sentent vraiment seules, quoi. Et je rencontre, encore hier, j'ai rencontré, ou avant-hier, les travailleurs sociaux de tout le secteur de la vallée de l'Île. Hein, et ils ont beau faire un très bon travail, c'est vrai qu'on n'arrive pas à toucher toutes les personnes. Donc c'est pour ça, cette idée d'aller vers eux. Ensuite, on va voir, parce que c'est peut-être pas évident aussi, on s'attend à des problèmes, hein, puisque peut-être qu'ils n'auront pas envie de venir nous voir. Donc, va falloir beaucoup de discrétion. C'est pas simple d'aller demander de l'aide. Hein. On va pas, voilà, il faut pas que le voisin vous voie. Ah tiens, lui, il va manger dans les trucs comme ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas simple. Vous avez évoqué les travailleurs sociaux. Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec les centres communaux d'action sociale? Bien sûr, tout à fait, oui. Oui, on travaille tout à fait avec les travailleurs sociaux, avec les foyers, pour les enfants, les vacances, les échanges pour des problématiques particulières, d'énergie ou autres, bien entendu, oui. Oui, nous sommes en relation. Donc si on revient sur les tendances actuelles, qu'est-ce qui caractérise actuellement l'évolution justement de la situation des personnes qui ont besoin de vous? Est-ce que vraiment il y a une croissance qui est palpable, qui est mesurable pour vous, qui est rapide? Oui, tout à fait. Puis alors la différence, si on peut parler en faisant un grand écart entre le début, on va parler de ma vie, mais ça fait un peu plus de 25 ans que je suis au Secours populaire, et vraiment, c'est plus du tout le même profil de personnes, quoi. À l'époque, vraiment, il y avait pas beaucoup de personnes en difficulté, puis il y avait un certain profil, alors que maintenant, c'est monsieur ou madame tout le monde. Il n'y a pas vraiment, je ne peux pas tracer un profil défini. Ça va être un jeune de moins de 18 ans, ça va être un jeune de plus de 18 ans, justement, des mamans ou des papas seuls, avec des enfants, sans travail, les personnes âgées à partir de 50 ans déjà, on n'a déjà pas de travail, on n'est plus du tout sur le marché du travail, on est sur le bord du chemin, quoi, voilà. Et les couples, enfin, il y a tout, je ne peux pas faire un portrait d'une personne en difficulté, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Perte d'emploi, perte dans la vie privée aussi, hein, beaucoup de séparations, beaucoup de cassures, beaucoup de problèmes, dus aussi à l'argent. Premièrement, c'est lorsqu'on a un boulot, excusez-moi de parler comme ça, mais lorsque tout va bien, une paye rentre ou deux payes, elle suffit à nourrir cette famille, il n'y a pas les mêmes soucis.
Alors que là, maintenant, ça devient vraiment, c'est l'argent qui manque quoi, dans le foyer et qui génère un tas de cassures. Et là, effectivement, à tous les âges. Et là, en Dordogne, peut-être la spécificité quand même de notre département, c'est le milieu agricole. Les retraités agriculteurs, alors eux, ils patinent sérieusement, quoi, parce que ce sont des RSA. Ils ont le revenu minimum, voilà. Et alors, à partir du moment où ils n'ont plus la force de s'assurer une certaine autarcie en jardinant, eh bien, à ce moment-là, ça devient très compliqué. C'est catastrophique parce qu'en plus, ils ont plus d'impositions, plus d'impôts que les autres. Vu qu'ils ont du terrain, des terres ou des maisons, des bâtiments vétustes la plupart du temps, des granges ou autres vétustes, des terres qui leur servent à rien mais elles sont là, voilà, et qui valent peut-être pas grand-chose aussi puisque c'est pas forcément constructible ni dans des lieux très recherchés. Donc ces gens-là payent énormément d'impôts, d'assurance, etc. Souvent, ils sont mal assurés, d'ailleurs. Et voilà, c'est la santé, tout dégringole, finalement. Et ils sont loin, les véhicules, etc. Là, c'est vraiment une catégorie de personnes aidées qui, très grande difficulté, c'est peut-être assez spécifique à notre département. Et pour rajouter un petit peu à cette image dramatique, à mon avis, on a un libre service alimentaire une fois par mois, malgré nos permanences quotidiennes pour l'urgence. Service alimentaire une fois par mois à Périgueux, où il y a 280 familles inscrites. Et des familles qui ne viennent pas que de Périgueux. Nous avons des familles du nord du département, au-dessus de Thiviers, de tout le département, parce que dans leur secteur, soit il n'y a pas forcément d'aide, ou bien il y a une aide, mais ils ne veulent pas se montrer localement, parce que voilà, on comprend très bien. Et ils viennent ici, et la plupart, ce sont justement des retraités du milieu agricole ou ouvriers, dramatiques, qui ont bossé toute leur vie et qui aujourd'hui ne peuvent pas se nourrir. Des retraites de quelques centaines d'euros. Voilà. Nous allons peut-être, puisque le temps passe, maintenant passer à votre vie. Comment est-ce que vous avez exercé une profession et comment êtes-vous arrivé comme ça à la bénévolat du Secours populaire? Je dirais, est-ce que vous avez pu mener de front cette action et une profession? Alors, moi, c'est très simple, c'est anecdotique. Je viens du Lot, je suis une Lotoise, donc mon métier, c'est éducatrice. Et donc, après, j'ai rencontré mon mari, la personne qui est devenue mon mari, qui est musicien. Donc, je suis venue avec lui en Dordogne et nous avons habité à Cendrieux. Et là, dans ce charmant village, près du château de la Pommerie d'ailleurs, c'était le jardin de la Pommerie, et donc là, nous avons eu un incendie. Donc nous étions un jeune couple avec un bébé de 10 mois et un autre en commande. Nous sommes revenus de Bordeaux, ou je ne sais plus de quel, oui, dans la région de Bordeaux, ils jouaient donc la musique, et donc je l'avais accompagné. On a profité pour aller chez des amis. Et en rentrant, on a aperçu les pompiers dans notre petit chemin. Et là, plus de maison. Donc là, toute la chaîne de solidarité qui a pu s'exercer m'a vraiment terriblement déçue. Moi qui venais d'un milieu ni riche ni pauvre, moyen, normal, j'ai jamais manqué de rien, voilà. Et en même temps, on n'était pas très riches, mais bon, normal. Donc vous avez concrètement éprouvé ce que peuvent éprouver les gens qui du jour au lendemain se retrouvent sans rien. C'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Ça, j'ai eu vraiment la douche froide. J'ai dit, mais c'est pas possible. Dès le lendemain, alors on se retrouve avec rien, parce qu'on était un jeune couple très mal assuré. Ça aussi, ça sert de leçon pour l'avenir. Mais au départ, cette maison avait été prise par mon mari et des copains pour faire la fête. Voilà. Après, on s'est mis en couple, donc c'est terminé, c'est devenu notre maison. Et on n'a pas forcément regardé les contrats d'assurance. Donc là, bon, c'était une bonne leçon aussi. Et là, on s'est retrouvé avec 3 fois rien. Donc aller chez la famille et le lendemain matin à l'épicerie du coin chercher une paire de soquettes et des sous-vêtements. Donc vraiment. Et là, les gens appellent et vous amènent une gazinière où il y a plus de boutons. Mais bon, on peut bien s'arranger. S'il n'y a plus de boutons, le frigo, il marche pas trop. Mais bon, ça peut vous dépanner. Des vêtements qui sortent du grenier, qui sentent le moisi. Bon, enfin bref, j'ai pas eu que ça. J'ai eu aussi des gens qui nous ont apporté, des proches qui nous ont apporté. Mais j'ai eu ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible quand même. On peut pas faire ça à des gens qui sont en peine. Vous avez éprouvé à la fois l'existence de la solidarité, qui est souvent spontanée, mais aussi ses limites.
Ses limites, voilà. J'ai été très choquée par ses limites. Ouais. Donc, rapidement, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose quand même de ma vie pour aider les personnes. J'ai fait le tour des associations. Je me suis intéressée, alors que jusqu'à là, pas vraiment. C'était loin de mon univers quand même. Je ne m'étais pas trop penchée sur la question. Et là, voilà, j'ai choisi le Secours populaire. Je suis rentrée ici, de rue Saint-Gervais, et il y avait des gens charmants, hein, mais c'était vraiment une petite boutique. Hein. Il y avait 3-4 personnes, des anciens. Pas toujours facile, hein. Ils m'ont mis au vestiaire pendant 1 année ou 2 ans. Des bisutés, éprouvés. Une mamie très raide qui me prenait la pile de vêtements. C'est comme ça, mon petit, que tu ranges les chemises chez toi. Les blancs me prenaient la dernière dessous et par terre. Il fallait s'accrocher quand même à l'époque. Hein. Et puis un jour, monsieur Girard, qui était quelqu'un de formidable, le président, mais qui voulait pas, Paris nous enquiquine avec leurs trucs, les réunions, les congrès, tout ça. Il n'avait pas trop envie de s'investir au-delà de local. Il me dit, si vous voulez aller à Bercy, il y a le congrès du Secours populaire. Donc, moi, j'ai dit oui, et voilà, et j'ai poussé les portes. Et petit à petit, il m'a vite propulsé sur le devant de la scène, si j'ose dire. Et je voulais pas prendre la responsabilité. Le côté animation, m'occuper des gosses, des vacances, tout ce volet m'intéressait, l'animation. Non. Puis un jour, il est parti. Il m'a dit, non, mais maintenant, Christine, ça suffit. Moi, voilà. Hop, vous vous débrouillez. Et puis voilà, et depuis... Alors, de ce fait, votre métier d'origine est passé à la trappe. Oui, vous n'avez plus fait que ça? Ben oui. Oui, parce que voilà, après j'ai eu des enfants, donc j'ai pris le temps pour élever les enfants, et puis après, voilà, j'ai pris la position là qui est encore aujourd'hui la mienne, et voilà, je suis restée. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui veuille bien prendre ma place. Et voilà, puis ça s'est fait comme ça. Est-ce que, malgré tout, vous avez un mari musicien? Oui. Est-ce que vous-même, vous avez d'autres passions? Vous avez le temps de faire des choses qui vous plaisent particulièrement? Vous avez des goûts particuliers? Si vous pouvez nous en dire quelques mots avant que nous nous quittions. Mais moi, j'adore aussi la musique, donc je joue pas d'instrument puisque mon père est musicien, mon mari musicien, donc c'est bon. Mais j'aime aller à des concerts, j'aime beaucoup de choses, les balades. Non, voilà, j'ai pas de choses très particulières, mais j'ai très peu de temps surtout à moi, donc j'ai du mal à rester en famille et voilà. Les bons moments, je les passe avec ma famille et mes amis. À concilier tout ça. Donc vous avez quand même une passion pour la musique et puis une passion pour votre famille. Voilà. Christine Bernard, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté sur la belle organisation que vous présidez en Dordogne. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre action et pour vos prochaines journées portes ouvertes. Mais je vous remercie beaucoup. J'ai oublié aussi, j'ai des responsabilités au niveau national, donc c'est pour ça que j'ai peu de temps à assumer. Mais je vous remercie. Et puis rendez-vous le 17 octobre, on vous recevra avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Le ventre mou et les dents creuses, les yeux rivés au sein des femmes, monsieur tout le monde court la gueuse, du côté des sexes en réclame. Ce n'est pas qu'ils soient infidèles, mais après 20 ans de mariage, les pigeons ont du plomb dans l'aile, mais voudraient bien rester volage. Sa petite femme est admirable, c'est un modèle d'abnégation, qui supporte l'insupportable, le manque d'imagination. Monsieur tout le monde s'en félicite, l'encourage à persévérer. Tous les voisins la plébiscitent, elle est la sainte du quartier. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Un petit sillage sans remous, sans jamais quitter les boulevards et sans traverser hors des clous. Monsieur tout le monde s'endort un soir, mais lorsque sa pendule sonne, il se réveille un peu trop tard dans la peau de monsieur personne. Monsieur tout le monde est concerné par la vie géopolitique. Il a encore un rôle à jouer comme figurant démocratique. Alors il ouvre un large bec quand on lui parle de nation, ce vieux miroir aux alouettes qui reflète aussi les pigeons. Alors il ouvre un large bec quand on lui parle de nation, ce vieux miroir aux alouettes qui reflète aussi les pigeons.